oui, oh oui, il est là, le produit vedette du jour sur la chaîne. Il est là pour les tests, il s'agit du BenQ GP520. Eh oui, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous ai dit que j'avais reçu ce vidéoprojecteur pour test et que j'avais hâte de vous en parler parce que c'est un produit qui est à la cote. En fait, c'est un segment de produits qui interpelle, qui intéresse beaucoup de personnes. Et pour cause, on est là sur des vidéoprojecteurs qui sont compacts, faciles à transporter, souvent plutôt abordables, comme c'est le cas ici de ce modèle, qui promettent de très très grandes images avec donc cette vobulation 4K qui permet de duper notre œil grâce à ces matrices Full HD un petit peu spéciales de chez Texas Instruments et qui du coup nous permettent de vivre une expérience cinéma à la maison. L'intérêt de ce vidéoprojecteur 4K, ça va notamment être son rapport équipement-prix dont on va se parler. Du coup, j'avais hâte vraiment de découvrir ici ce GP520 qui, comme on va le voir ensemble, et ouais, déjà je peux vous le dire, c'est un produit qui est léger. Alors on va le mettre un petit peu de côté parce que ça va me permettre notamment aussi de vous parler des caractéristiques techniques, etc. Alors là, dans la boîte, sachez-le, j'ai une petite notice ici d'utilisation, rien de bien compliqué, qui va nous expliquer comment installer ce vidéoprojecteur. Mais alors, vidéoprojecteur déjà qui présente l'énorme avantage de fonctionner sous Google TV. Non seulement on va retrouver toutes les applications dont on a besoin au quotidien, mais surtout la partie configuration qu'on va découvrir juste après devrait très très bien se passer. C'est notamment aussi ce qui facilite grandement l'accès aux plus novices d'entre vous à ce segment de produits, c'est que c'est facile. On peut les installer vraiment très facilement. D'ailleurs, pour ma part, vous l'avez peut-être déjà vu sur des précédents tests que j'ai pu faire, les vidéoprojecteurs comme celui-ci, je les installe sur un petit chariot à roulettes, n'y voyez rien de péjoratif dans le terme, mais c'est diablement pratique parce que je les mets au milieu du salon. C'est très propre aussi à la configuration de mon salon tout en longueur ouvert sur la cuisine. Mais comme ça, hop, chariot à roulettes, je dispose du vidéoprojecteur, j'installe, je projette, on regarde le film, et puis une fois qu'on a terminé, on range, on le recale dans un petit endroit si on n'est pas disposé à faire une installation plus définitive, mais c'est possible, et là aussi je vais y revenir. Donc vidéoprojecteur à vobulation, donc simulant une image Ultra HD par le biais d'une plateforme qu'on connaît bien, qui a fait ses preuves. Il s'agit de cette puce DMD 0,47 pouces. Ce n'est pas de la technologie UHD 4K native. Attention, ça coûte beaucoup plus cher. Déjà, on verra ensuite dans cette partie qualité de l'image quel est le feeling qu'on arrive à en avoir. Mais il faut être raccord avec le produit et le prix qu'il nous a ici proposé. Parmi les caractéristiques techniques importantes qui peut-être vont vous parler, on a une promesse d'une couverture colorimétrique de l'espace REC 709 de 98% et 81% pour l'espace colorimétrique DCI P3 grâce à la technologie Cinematic Color. La source lumineuse emploie 4 LED pour lesquels la durée de vie est annoncée à 20 000 heures en mode normal et 30 000 heures en mode éco. Donc ça c'est pour la partie durée de vie de ce système d'éclairage pour lequel BenQ annonce une puissance de 2600 lumens. Donc là aussi, vous voyez qu'il se positionne plutôt dans une bonne moyenne. Taux de contraste annoncé 200 000 pour 1. Quant à la partie installation qu'on va vérifier également ici ensemble, le ratio de projection est de 1,2 pour 1. Là aussi c'est un ratio de projection assez classique. Sur l'aspect connectivité, vous le voyez, ce vidéoprojecteur s'en sort plutôt bien puisqu'on a 2 prises HDMI, on a de l'USB type A également, mais de l'USB type C DisplayPort, une sortie également mini jack 3,5 mm, et puis on a aussi du Wi-Fi et du Bluetooth en 5.2. BenQ annonce sur la partie gaming une compatibilité 2160p 60 Hz avec de l'auto low latency mode, et puis cette latence qui est annoncée ici à 17 millisecondes, et vous pouvez compter sur moi, on va le vérifier ici dans les tests. Ergonomie, matériel cette fois-ci, c'est un produit qui déjà, vous le voyez, opte pour un look plutôt sobre. On est sur un gris mat, un gris assez foncé, gris presque anthracite. Il y a quand même quelques combinaisons et choix de matériaux. On voit qu'il y a un petit peu de travail qui est fait peut-être sur ce produit. Intégration des haut-parleurs sur le côté avec de larges grilles et puis un petit truc assez subtil ici sur le côté. En fait, le châssis est fait de sorte à ce que l'on voit en fait afficher ce 4K ici. Il y a un petit truc moi qui me plaît plutôt pas mal. C'est que ce vidéoprojecteur, vous allez naturellement pouvoir le fixer au plafond, tête en bas, si vous le souhaitez, et dans différents endroits. On va vérifier un peu après sur la partie installation comment se comporte le système d'ajustement automatique de l'image, mais on a un pas de vis à l'arrière, ici, on a un pas de vis en dessous, et puis on a aussi, normalement ici, sous ce petit capuchon, hop, vous le voyez, voilà, on a donc bel et bien ici un autre pas de vis, ici, et puis en dessous,
on a en plus ce système de fixation CMG3 qui là va vous permettre carrément de le fixer à une potence. C'est clairement le mode de fixation que j'ai envie de vous recommander plutôt que la simple fixation sur un seul point ici avec ce pas de vis. Moi clairement je recommande plutôt ce système de fixation. Il est indiqué ici que ce sont des vis en M4 par 8 qui sont à prévoir. Et on voit donc qu'on a ici les quelques logos Dolby Audio également pour vous rappeler que le produit est compatible Dolby Audio. Quelques boutons sur la partie haute, mise en marche, appairage Bluetooth, réglage du volume, et puis des capteurs, également des petits capteurs qui vont nous servir, notamment aussi ceux qui sont intégrés en façade pour les ajustements de la géométrie, ajustements automatiques. On sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très commun sur ce type de produit et qui, là encore, facilite l'adoption de la part du grand public de ces produits, parce que c'est facile. Vraiment, on positionne le truc, on met face à l'écran et ensuite l'électronique se charge d'ajuster la géométrie. On n'est plus du tout dans une procédure prise de tête quelconque, une procédure que l'on va découvrir ensemble avec mes petits commentaires quand je vais passer à l'installation. Toujours dans cette partie ergonomie, équipement du produit, parce que j'ai un peu envie de le placer là, je trouve que ça fait un peu partie des contraintes potentielles de l'installation. On est là sur un bloc secteur qui mesure ici 9 cm de large par 18,8, allez on va dire 19 cm de long comme ça, et puis on est sur ici sur 3,5 cm environ de hauteur. C'est aussi un truc que j'avais traduit au moment du test du produit XGMI. Ces blocs secteurs sont quand même assez imposants. Pour le coup, on rappelle qu'on est quand même là sur une base qui produit une bonne grosse luminosité et donc il faut quand même alimenter tout ça. On est là sur un bloc 250,8 watts, 19 volts, 13,2 ampères. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, dans le cadre d'une installation au plafond, par exemple, il va falloir les loger, ces trucs-là. Du côté de la longueur du câble, si tant est que ça ait une quelconque importance pour vous, on est à peu près ici sur 120, allez, ça va nous ramener à 136 cm environ, parce que le câble n'est pas parfaitement tendu, mais on est sur 136 cm ici, bloc secteur inclus. Lui, il va mesurer, je pense, un peu moins d'1 mètre, donc je pense qu'on va être sur un peu moins de 2,30 m de longueur de câble. Voilà, c'est ça. Donc on sera sur environ 2,25 m, 2,30 m au total de longueur de câble. Encore une fois, si tant est que ça ait une quelconque importance pour vous. Pour moi, le vrai sujet sera plutôt de réussir à loger ce truc-là, de le cacher quelque part, pas dans un faux plafond. Allez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Une première approche qui, moi, me plaît beaucoup. Pour moi, c'est un produit qui, sur l'aspect esthétique, ergonomie, va plutôt bien. C'est compact, c'est bien fichu, c'est plutôt élégant. On voit que BenQ ne fait pas dans l'ostentatoire, ne fait pas dans le bling bling. C'est une marque qui fait du vidéoprojecteur depuis très longtemps, avec des bons vidéoprojecteurs. J'ai hâte vraiment de le découvrir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette partie ergonomie de l'installation. Et on va tout de suite, justement, s'y intéresser. Mais avant cela, je vous le rappelle, c'est entre 1200 et 1300 € pour ce BenQ GP 520. Et si jamais vous êtes convaincu par ce produit à la fin du test, vous allez aussi pouvoir retrouver dans la description de cette vidéo un lien d'affiliation qui vous est dédié et qui m'est dédié également. Si jamais vous achetez ce produit, je toucherai une petite commission et ça ne vous coûtera pas plus cher. Et puis sachez-le aussi que c'est pas pour autant que je vais me retenir de vous dire si jamais ce produit il a des défauts. Bon, on va vérifier tout ça ensemble, mais d'abord on passe à l'installation et la configuration de ce GP520. Et une installation qui sera intimement liée à la configuration de votre pièce de projection, mais une chose est sûre, ici, tout est fait pour nous faciliter les choses au maximum. Côté Google d'abord, avec un système d'exploitation Google TV qui propose selon moi un process de configuration des plus simples. Après une rapide étape d'association de la télécommande, il suffit de scanner le QR code projeté à l'écran pour associer les différentes informations de compte et les accès à votre réseau Wi-Fi. En fonction du nombre d'applications que vous déciderez d'installer, la procédure peut être plus ou moins longue, mais tout s'est bien passé dans mon cas. Idem du côté de l'ajustement de l'image. Comme je le disais, les différents capteurs sont là pour vous proposer au maximum de prendre la main sur les réglages de la géométrie de l'image, le focus, mais naturellement, tout est prévu pour vous offrir des ajustements manuels, notamment sur 4 points. Dans ma configuration de test, le GP520 étant monté sur une servante à roulettes, j'ai décidé de forcer les réglages manuels et m'en remettre à quelques ajustements.
Et si je devais lui reprocher une petite chose, alors ce serait l'absence de pieds ajustables en hauteur sous l'appareil pour corriger un éventuel défaut de niveau sans avoir à cropper dans la surface de projection, entre guillemets, depuis les menus du produit. Et justement, comme les réglages électroniques sont ici très amples, j'imagine que BenQ a dû estimer que tout réglage physique était superflu. Pourtant, pour certains, un zoom mécanique aurait été le bienvenu. Mais il faut aussi reconnaître que tous les ajustements par le biais du logiciel sont importants. Plus en détail, en mode auto, le GP520 peut ajuster le réglage à la verticale de plus ou moins 20 degrés, plus ou moins 40 degrés à l'horizontale et une rotation sur plus ou moins 30 degrés. En mode manuel, on passe à plus ou moins 40 degrés à l'horizontale comme à la verticale pour une rotation inchangée de plus ou moins 30 degrés avec cette amplitude de zoom très confortable et une mise au point automatique qui s'est avérée redoutable. Bien entendu, vous pourrez peaufiner la chose si nécessaire grâce au mode manuel. Bref, vous l'aurez compris, dans l'ensemble, tout devrait bien se passer pour cette étape d'installation du produit. Allez, on va passer maintenant à la partie qualité de l'image avec cette boucle de Spears & Munsell que vous voyez juste à côté de moi projetée sur 2,70 m ou presque de base, une image quand même assez saisissante comme vous devez commencer à le voir, mais bien évidemment, il faut se plonger dans la pénombre. Et oui, parce que si sur le papier, le GP520 promet une luminosité de 2600 lumens grâce à un dispositif à 4 LED, concrètement, cela se traduit par une bonne luminosité pour l'essentiel des projections, mais dans des conditions home cinéma. Donc comprenez qu'il faut quand même se créer une ambiance à minima tamisée. Et puis surtout, encore une fois, on est dans mon salon, tous les murs sont blancs ici, donc ça n'aide pas non plus à la vidéoprojection. Néanmoins, vous le voyez quand même, on a ici une image qui s'avère lumineuse. Le GP520 m'a agréablement surpris par sa polyvalence. Déjà, le fait qu'il soit compatible Google TV est un véritable atout puisque l'on peut l'utiliser avec toutes ses applications. Ici, il n'est pas question de se priver de Netflix sans avoir à y ajouter par exemple une box externe Fire TV Stick, Shield ou encore Apple TV. Naturellement, cela reste possible, d'autant plus que le GP520 dispose de 2 prises HDMI, ce qui va vous offrir le loisir de lui connecter, pourquoi pas, l'une de ces box, un lecteur Blu-ray, et puis simultanément, si vous le souhaitez par exemple, une console de jeux vidéo. Et alors ça, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est un lecteur Blu-ray qui est connecté et une Xbox Series X. Je vais naturellement revenir sur la partie gaming, mais avant cela, il faut reconnaître aussi que le travail de l'électronique est plutôt bien géré, parce que ça pourrait être un vrai sujet ici sur le vidéoprojecteur, c'est de dire je vais utiliser un player externe qui sera doté de meilleures capacités de décodage et d'upscaling par exemple que ce qui pourrait être intégré à l'intérieur du vidéoprojecteur. Alors là, dans ce cadre précis, je trouve le résultat saisissant avec le lecteur Blu-ray. C'est ici la lecture de la boucle en HDR10. Le résultat, comme vous le voyez, est riche en couleurs. Le système d'éclairage à 4 diodes, rouge, vert et de bleu, fonctionne bien. C'est précis, c'est coloré, c'est contrasté. Et vraiment, on a en plus une logique de piqué qui, là aussi, m'a semblé, dans cet upscaling, dans cette perception, dans cette reproduction que l'on a d'une matrice 1080p qui va nous générer par la technologie XPR, donc de la vobulation, cette impression d'avoir une image 4K avec une plateforme qu'on connaît bien, le DMD de 0,47 pouces de chez Texas Instruments, j'ai trouvé qu'elle a peut-être un très léger petit truc en plus. Alors il y a un point qui est important, c'est que si ce vidéoprojecteur n'est pas compatible Dolby Vision, en revanche, il est compatible HDR10+. Alors certains vont dire qu'ils auraient préféré effectivement la compatibilité Dolby Vision. Néanmoins, le HDR10+ gagne aussi du terrain, y compris du côté de certains services de streaming. Donc ça va rester quand même une bonne nouvelle, un truc à faire figurer sur les points positifs pour ce GP520. Mais attention, il est vrai quand même qu'on sent bien que parfois la maîtrise du tone mapping sur ce HDR10+, elle n'est pas aussi bonne qu'avec des contenus qu'on
ce qu'on pourrait voir par ailleurs sur du Dolby Vision, avec ces images, notamment ici, extraites du Blu-ray de Spears & Munsil, cette boucle que vous connaissez, que je vous diffuse en parallèle en HDR10, mais aussi en HDR10+, et j'espère que vous allez bel et bien voir la différence, qu'elle va être perceptible au travers de la caméra, parce que tantôt le HDR10+ apporte un sérieux boost de puissance avec des couleurs qui sont plus éclatantes, des zones sombres dans l'image qui ressortent un petit peu mieux, etc. Bref, quelque chose de plus chatoyant, de peut-être un petit peu plus flashy, un petit peu plus flatteur pour l'œil, un peu moins doux du coup que le simple HDR10. Et puis parfois le tone mapping est un petit peu dans les choux et on voit bien sur la scène par exemple avec les chevaux que le blanc, l'effet de la neige justement, enfin cette paysage, cette colline enneigée à l'arrière-plan des chevaux est à peine perceptible. Bon, c'est à peine perceptible à vrai dire dans un cas comme dans l'autre, puisque, eh bien, encore une fois, la gestion électronique du tone mapping au travers de ce vidéoprojecteur et de sa plateforme n'est pas aussi précise, aussi détaillée et aussi délicate dans le nombre de paliers que ce que peut faire un téléviseur. Voilà, ici vous avez typiquement une illustration de la limitation technique de ces plateformes. Il faut savoir lui pardonner ou pas, c'est à vous de juger. En tout cas, rares sont ceux qui feront vraiment beaucoup mieux. Et puis ici, en tout cas à ce niveau de prix, et ici quand même, il faut avouer que c'est saisissant. Alors j'avais commencé à aborder la logique des traitements appliqués par la puce. Encore une fois, peut-être que vous aurez des lecteurs externes qui feront un meilleur travail que ce vidéoprojecteur et que la puce qui est intégrée à l'intérieur. Mais pour autant, moi je teste ici le GP520 et je peux vous dire que vos projections, elles sont assistées par un système de compensation du mouvement bien connu, qui on trouve sous la dénomination de MEMC et qui m'a clairement semblé être un avantage intéressant parce qu'il est efficace. Et on pourrait même d'ailleurs il pourrait même être d'ailleurs précieux pour certains d'entre vous qui sont tout simplement intolérants aux fameuses micro-saccades, mais qui sont bien normales, que l'on va remarquer sur des contenus 24p comme c'est le cas ici. Et vous voyez ici que la roue qui tourne ne provoque pas de déchirement ou d'effet désagréable. Ce Motion Estimation, Motion Compensation, MEMC, est notamment très facilement accessible dans les menus réglages experts de l'image. C'est juste là, hop, vous les voyez, et on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Ici, sur ce contenu Blu-ray, il est totalement désactivé, mais vous le voyez, même comme ça, l'effet de la roue qui tourne en 24p n'était pas particulièrement gênant. Je ne sais pas si vous l'avez bien perçu comme ça. Et vous allez pouvoir soit activer le mode faible, le mode moyen ou le mode haut. Là, ici, on l'a vu, je l'ai basculé sur le Blu-ray et ça s'est même complètement désactivé. Donc, c'est tout à fait quelque chose que vous allez pouvoir solliciter pour compenser peut-être certains effets de saccade sans aller sauf si vous le souhaitez, sans aller jusqu'à cette reproduction de l'image qui fait un petit peu effet soap opéra. Et on sait que la vraie difficulté sur ce type de solution, sur même peut-être les vidéoprojecteurs au sens large, eh bien c'est la reproduction des feuilles dans les arbres. Arrivez de regarder des films avec des personnages qui sont à vélo, l'arrière-plan c'est un parc, des arbres, etc. Là c'est vrai que l'arrière-plan n'est pas toujours très net. Ça fait un petit peu fouillis, mais néanmoins, eh bien le personnage principal, ce sur quoi est attiré notre œil, reste quand même très agréable, surtout que dans le cas spécifiquement du GP520, je crois avoir commencé à le dire, j'ai trouvé la logique de netteté de l'image peut-être un petit cran au-dessus de ce que peut proposer la concurrence. Là vous le voyez, avec ici cette reproduction, c'est quand même très net, on n'a pas d'effet de problèmes de netteté, et puis de manière plus large aussi, j'ai pu l'apprécier avec des contenus cinéma cette fois-ci, des sous-titres, et puis les génériques aussi également, avec des textes qui peuvent apparaître, qui peuvent popper, et puis même parfois sur des contenus linéaires de la TNT, on a des messages textes. Regardez, même là ici en haut, on voit bien que tout s'affiche de manière vraiment nette, précise, comme c'est aussi le cas ici. Et une bonne impression de netteté qui serait, encore une fois, sans doute meilleure encore si j'avais une toile technique. Mais pour un vidéoprojecteur à ce niveau de tarif, je ne suis franchement pas déçu. Pour en revenir brièvement à la qualité de l'image, mais cette fois-ci ici plutôt spécifiquement sur les réglages de l'image, si jamais vous notez un truc un petit peu bizarre durant vos projections, c'est peut-être que le vidéoprojecteur a basculé sur le mode cinéma auto. Vous verrez tout de suite que l'image est beaucoup plus froide, elle a peut-être elle vous donnera peut-être cette impression d'être plus lumineuse, mais on est sur quelque chose de plus bleu, de moins agréable. En tout cas, ça va pas être le mode que je vais
vous recommander, donc que ce soit cinéma, HDR ou ce genre de choses, n'allez pas laisser le mode auto. Je le trouve moins efficace, moins agréable à l'œil que le mode de cinéma de base, entre guillemets. C'est pour moi le meilleur des choix que je vous recommande pour vos projections, qui, regardez, quand même, sont très sympas. Alors certes, hein, dans le mode cinéma, je vous ai dit, en opposition à un mode cinéma auto qui est très bleu, vous allez peut-être avoir l'impression que le blanc est jaune, mais les tons chers seront quand même autrement mieux reproduits dans ce mode-là. Si jamais vous souhaitez appliquer quelque chose peut-être d'intermédiaire, à savoir vos propres réglages, eh bien vous l'avez vu, vous avez ici le mode utilisateur qui vous permettra cette fois-ci d'appliquer vos propres contrastes. Alors ce qui est plutôt cool, c'est que le menu se masque pour avoir cette fois-ci le réglage plein écran. Ça va être la même chose pour la saturation ou encore la netteté que là encore vous pourrez décider de réduire un petit peu si vous avez l'impression que vous avez des phénomènes de décrochage, justement parce qu'on sait que si on va chercher beaucoup trop de netteté, c'est pareil en télé, eh bien on provoque parfois l'effet inverse avec comme des phénomènes de décrochage ou de saccade ou de tearing tout simplement. On peut avoir des phénomènes pas très agréables. Vous avez également un réglage de gain de couleur. Vous allez pouvoir intervenir sur rouge, vert et bleu. Attention, on n'est pas là dans la logique de correction du point blanc sur 20 ou sur 2 points. C'est vraiment gain RVB. Ça va pas chercher très loin. Et puis surtout, si vous commencez à toucher à ça, je ne serais pas surpris que très vite vous arrachiez les cheveux en fonction de la multiplication des programmes et des sources que vous allez regarder. D'autant que ce vidéoprojecteur, il est très bien en sortie de carton sur ce sujet-là. Là, le choix de la couleur du mur, c'est quelque chose qui existe dans tous les produits. La possibilité d'aller chercher autre chose que du blanc avec des couleurs qui me semblent assez fantaisistes. Bleu ciel, ivoirine s'il vous plaît, jaune crème, vert d'œuf, rose clair. Donc si jamais vous avez des murs rose clair, ce sont encore des murs rose clair dans un salon? Il existe également dans les réglages deux options appelées contrôle Luma adaptatif et réglage local du contraste, des options assez similaires à ce que l'on peut retrouver sur des téléviseurs, mais dont l'efficacité, vous vous en doutez, sera ici proportionnelle à la polyvalence et aux ressources du GP520. C'est pourquoi je vous affiche ici quelques captures qui comparent les deux images avec ces réglages désactivés, mais aussi dans leurs versions les plus intenses, à savoir forte pour la Luma et élevée pour le contraste. Les paliers intermédiaires me semblant trop faibles pour percevoir une réelle différence au travers des images captées par la caméra, déjà que cela ne doit pas être très simple dans ces conditions. Dans tous les cas, ce sont là des options que je vous recommande de maintenir activées dans cette configuration au maximum pour améliorer peut-être un rien encore la qualité de l'image par un léger boost de luminosité et de contraste qui au passage donc renforce la sensation de netteté de l'image. Alors quelques mots sur la partie qualité audio parce que franchement ça mérite. Il m'a impressionné. On est sur un petit vidéoprojecteur qui est compact, qui n'affiche rien, comme certains modèles qui mettent en avant des grilles, qui laissent sous-entendre qu'on a un système audio bien puissant derrière, etc. Bah là, lui, il joue pas du tout sur cette carte-là. Au contraire, il est plutôt discret. En revanche, il dispose de deux haut-parleurs de 12 watts, donc 24 watts de puissance. Est-ce que c'est mieux que certains téléviseurs? Peut-être pas, mais en tout cas, pour un vidéoprojecteur, le résultat s'est avéré loin d'être ridicule. Pour une utilisation du tout venant, moi, j'ai regardé mes films clairement avec ça. Et je me suis dit, ok, très cool, très cool. C'est 2 fois 12 watts sont déjà tout à fait convenables. Et puis finalement, le fait qu'il soit disposé de part et d'autre du vidéoprojecteur, j'ai trouvé que ça offrait un son plus ample, un peu moins directionnel que des trucs qui sont systématiquement orientés vers l'avant. Ça manque de basse, naturellement, parce que vous doutez que dans un truc comme ça, on peut pas faire descendre non plus très bas les fréquences. Ça manque un peu de consistance, mais on a quand même une rondeur assez convenable. Mais naturellement, le mieux, c'est évidemment soit de coupler ça à un système hi-fi dédié, bien dimensionné pour votre salon, ou juste quelque chose qui soit un petit peu plus costaud pour accompagner cette expérience home cinéma.
Allez, je vais maintenant vous parler un petit peu gaming avec ici la Xbox Series X qui est connectée. Et vous le voyez, voilà, j'ai changé de source et du coup, il a basculé en mode cinéma auto HDR et vous devez bien voir que c'est bleu. Moi, vraiment, c'est vraiment pas une production d'image, une reproduction de la colorimétrie qui me convient. Je préfère beaucoup plus ici ce mode jeu HDR. C'est en tout cas sous la configuration du mode jeu que vous aurez ici la possibilité d'activer ces deux options qui sont le boost mode jeu qui vont réduire l'input lag qu'on va mesurer naturellement, enfin que je vais mesurer naturellement, et activer également l'auto low latency mode pour réduire le temps de latence également sur cette source d'entrée HDMI. Alors en mode jeu, bon, je pense que c'est assez évident, mais il est peut-être d'autant plus important de s'accommoder une ambiance qui convient, c'est-à-dire tout simplement plonger la pièce dans la pénombre quasi totale. Cette fois-ci, ça dépendra évidemment beaucoup des titres auxquels vous allez jouer. Si vous jouez à des titres très lumineux, un jeu de Formule 1 par exemple, qui va être particulièrement de difficulté, ou des jeux très colorés, ça sera peut-être un petit peu moins critique. Moi-même ici, dans le cadre de cette Indiana Jones, alors le résultat est néanmoins agréable parce que on a une très grande image, que j'ai trouvé que ça restait plutôt fluide pour le titre que c'est. Attention, c'est pas un titre sur lequel on va avoir besoin d'une extrême fluidité de l'image, mais on n'est pas là, je vous le rappelle, sur un vidéoprojecteur qui est capable de faire de l'équivalent Ultra HD à 120 Hz. On est là sur du 60 Hz, donc il faudra quand même avoir bien ça en tête, peut-être lui pardonner certaines limitations techniques, mais j'ai pu tout à fait jouer dans ces conditions-là à des titres sans grande prétention. Et là, pour le coup, encore une fois, l'effet d'immersion l'emporte assez largement, même si la dynamique de l'image entre tout ce qui est zone sombre, zone les plus lumineuses, les détails dans les décors, simplement les détails dans l'image ne sont pas aussi percutants qu'avec un téléviseur ou avec un moniteur, bien entendu. Ce vidéoprojecteur GP520 de BenQ s'en sort correctement. Je n'ai pas noté de gros problèmes. Il faut juste accepter qu'on est là sur une solution de vidéoprojection. Mais même si vous regardez ici autour du poteau, autour des bâtiments, et que je fais de légers panneaux comme ça, on n'a pas de truc complètement déconnant. J'ai quand même l'impression que la plateforme suit bien. La reproduction est plutôt cool, avec une palette de couleurs qui est intéressante, mais ne vous attendez pas à avoir bien évidemment une reproduction digne d'un téléviseur. Et voilà. Et ça sera sans doute, encore une fois, l'immersion de l'écran géant qui l'emportera, en plus avec une qualité audio tout à fait convenable. L'expérience gaming s'apprécie surtout avec des titres plutôt calmes, comme un bon Indiana Jones par exemple. Sur un jeu de course automobile, il faudra lui pardonner un résultat moins précis, bien qu'immersif. En revanche, j'ai pu mesurer et valider la valeur d'input lag qui est bel et bien de 17,9 millisecondes, comme promise par BenQ. Comprenez donc que vous ne noterez aucun réel retard à l'affichage qui serait pénalisant. Côté ergonomie logicielle, je ne m'attarderai pas plus sur Google TV pour une raison assez simple, tout va bien. Je l'ai déjà dit, j'aimerais toutefois que les constructeurs de vidéoprojecteurs soignent un peu plus les menus de réglage pour les rendre plus intuitifs encore, mieux légendés par exemple, mais mettons cela sur la liste des souhaits pour la prochaine génération de produits ou pourquoi pas sur le compte de prochaines mises à jour logicielles. En tout cas, comme vous l'avez vu aussi, tout est fluide, réactif, et dans mon cas, j'ai même pu installer l'application de mon opérateur pour transformer le BenQ GP520 en une télé géante sans même avoir besoin d'y rajouter le moindre boîtier, player ou tuner TNT externe. Vous le savez donc sans doute, Google TV peut être piloté par le biais de votre smartphone, mais le constructeur vous propose ici sa solution maison, très simple à mettre en œuvre. Et cette application mobile, elle offre tout simplement toutes les fonctions que nous offre la télécommande et c'est super rapide. Vraiment là, je me suis connecté en un rien de temps et je peux ainsi piloter vraiment toutes les fonctions du vidéoprojecteur, le volume, le couper, le muter, augmenter ou réduire le volume. Il y a un petit retour haptique, ça fait des petites vibrations sous les doigts et je peux aussi tout simplement basculer ici sous ce mode qui va me donner accès à cette espèce de grosse molette au centre qui est en fait le pointeur multidirectionnel et au milieu la touche pour valider. Ça va me permettre là encore de me déplacer
dans tous les menus du vidéoprojecteur. On va retrouver aussi l'accès direct à certaines fonctionnalités dans ce menu qui s'appelle plus d'outils que l'on déploie avec ces 3 petits points ici en bas. On va pouvoir aller choisir la source, déclencher les fonctions d'ajustement et de mise au point également de l'écran, enfin de l'image, pardon, le zoom, adaptation à l'écran, les réglages de luminosité, etc. Cette partie projection d'ambiance, c'est tout simplement l'utilisation de ces appareils-là pour vous créer une ambiance dans la pièce. Je peux comprendre que peut-être que si on a un vidéoprojecteur accroché au plafond et puis un grand cadre gris, qu'on va peut-être de temps en temps se dire « Ah tiens, je vais utiliser ce truc-là ». Bon, qu'est-ce que ça fait? Eh bien tout simplement, si je clique dessus ici dans la partie relaxant, eh bien j'ai ces 6 petites miniatures qui me permettent d'accéder à des vidéos comme ça qui vont, eh bien, comme vous le voyez là, diffuser ces petits contenus. Alors je peux avoir une vue également avec une belle lune et un beau ciel. Bon, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser comme ici, ce feu de cheminée? J'en sais absolument rien. En tout cas, pour ma part, non. Maintenant, à vous de vous exprimer pour vous, ou cette vue au travers d'une tente également de la mer. Bon. Est-ce que c'est très très immersif? À vous de voir. Peut-être que vous préférez quelque chose d'un petit peu plus lumineux, comme la vue ici au travers de cette fenêtre. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre ici. Bref, donc quelques projections. Là encore, c'est quelque chose qui est connu, qu'on a vu ailleurs. Il est temps alors de faire le bilan concernant le test de ce BenQ GP520 qui a de sérieux points forts. Le choix des 4 diodes, une rouge, une verte et 2 bleues en tant que source lumineuse s'avère payante. Le choix technique de BenQ est bon parce que la luminosité reste bonne. Il ne faut pas non plus comparer ce GP520 au XGIMI que j'ai testé précédemment qui était sur une solution triple laser avec des promesses de luminosité bien supérieures, mais un coût, un prix également qui était supérieur lui aussi, qui d'ailleurs avait d'autres inconvénients, d'autres forces, mais d'autres inconvénients aussi. Un bilan qui est plutôt positif, avec pour premier point fort, puisque vous les voyez, les points, les plus et les moins qui s'affichent ici, le premier des points forts, c'est clairement le rapport qualité-prix de ce vidéoprojecteur. Et si vous avez été convaincu par ce que je vous ai raconté, ou peut-être encore plus par ce que vous avez vu ici, et que vous envisagez de craquer pour ce BenQ GP520, eh bien vous allez retrouver dans la description des liens d'affiliation. Alors ce n'est pas ici ce qui a guidé mon test, puisque vous avez bien dû voir que l'accueil est globalement positif de la part des autres testeurs à l'égard de ce GP520. Produit avec un très bon rapport qualité-prix. Donc, si vous souhaitez l'acheter, vous avez mon lien d'affiliation. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et de mon côté, je toucherai une petite commission, ce qui permettra tout simplement à cette chaîne de vivre plus longtemps parce que je vais pouvoir continuer de produire des contenus, vous faire des tests. Et puis, j'ai quand même bien d'autres idées qui, pourquoi pas, pourraient passer aussi par l'embauche ou en tout cas la sollicitation de ressources externes pour me libérer de certains sujets comme le montage qui me permettrait de me focaliser sur d'autres thématiques ou en tout cas sur d'autres idées de vidéos qui, vous en doutez, me trottent dans la tête depuis un bon moment maintenant. Allez, je vous invite maintenant à réagir dans l'espace commentaire. Dans la description, vous retrouverez aussi les liens qui vous mèneront vers le groupe de discussion Discord, mais aussi vers mes réseaux sociaux, le QR code que vous pouvez également flasher pour retrouver un lien Linktree qui vous emmènera vers tout ça également. Et je vous dis à très très bientôt maintenant pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!